Les vampires sont de retour. Ce grand mythe du cinéma fantastique fait enfin peau neuve et profite d'une radicale modernisation. À tel point que le jeune héros de Fright Night a beaucoup de mal à convaincre son entourage que son voisin, un jeune homme à la mode et plein de charme, est une créature nocturne avec de longues dents, une force herculéenne et qu'il ne sort qu'après minuit. Fright Night est un film drôle et terrifiant à la fois, une production diaboliquement efficace. C'est l'été dernier, le jour même de la sortie du film, que nous avons rencontré son auteur, Tom Holland, dans les anciens studios hollywoodiens de David O. Selznick. Bonjour Alain. Fine and you. Bonjour. Tom, Fright Night is your first Tom, motion Fright Night est picture. votre premier film. What interests you in the first En quoi vous place intéressait-il? doing Fright Night? Je voulais ressusciter le genre vampirique. Je voulais le faire réapparaître, le moderniser. La plupart des vieux films de vampires avec lesquels j'ai grandi étaient les classiques de la Hammer. Ils se situaient tous dans le passé. J'ai voulu faire une histoire contemporaine dont le sujet était les vampires. Mother, would we, Charlie? Then I'd have to kill her too. Right up! Fright Night, très simplement, est l'histoire d'un garçon de 17 ans, un fanatique de cinéma fantastique, qui est persuadé que son voisin est un vampire. Mais personne ne le croit, sauf son voisin, car c'est réellement un vampire. L'homme qui peut croire Charlie, c'est Peter Vincent, un acteur de films fantastiques, présentateur à la télé locale. C'est aussi le comédien bien connu Roddy McDowall. No, sir, I was curious about what you said last night on TV, you know, about believing in vampires. What about it? Were you serious? Oh, absolutely. Yeah. Unfortunately, none of your generation seems to be. What do you mean? I have just been fired because nobody wants to see vampire killers anymore, or vampires either. Apparently all they want are demented madmen running around in ski masks, hacking up young virgins. Now, if you would excuse me. I believe in vampires. That's nice. If only there'd been a few more of you, perhaps my ratings would have been higher. In fact, I have one living next door to me. Would you help me kill him? Le rôle de Roddy est à l'image du lion peureux du magicien d'Oz. Et Roddy donna vie au personnage. Il vous le fait aimer, vous le prenez en affection et vous tremblez pour lui. Il est tellement crédible et aussi très drôle. Back, spawn of Satan! Oh, really? You have to have faith for this to work on me, Mr. Vincent. Stop! Produire une histoire de vampire, c'est aussi imaginer des scènes spectaculaires. Et pour cela, Tom Holland a fait appel à Richard Edlund et à son groupe E.E.G. Nous venions de faire SOS Fantôme, qui avait coûté près de 6 millions de dollars, rien qu'en effets spéciaux. Et nous avions juste fini 2010, qui en avait coûté 9. Face à cela, Fright Night avait un budget de 800 000 dollars, un dixième du budget de 2010. Nous avons pensé que ce serait intéressant pour nous d'essayer de faire un film plus simple, de travailler avec le réalisateur pour des effets plus économiques. Et surtout, j'aimais beaucoup le scénario. Tout d'abord, voici un masque du vampire, Jerry Dandridge.
moulé d'après le visage de Chris Sarandon. Ici, on le moula dans de l'argile et cela donna un masque en caoutchouc mousse s'adaptant parfaitement au visage de l'acteur pour sa transformation finale en vampire. On lui a ajouté aussi des oreilles, des verres de contact, des dents, des cheveux, des sourcils et de très longs doigts. Quand il est vraiment très énervé, Jerry Dandridge se transforme en l'énorme chauve-souris vampire que vous voyez là. Articulé grâce à des câbles comme une marionnette. Les ailes battent donc grâce aux câbles. Nous avons filmé à une image par seconde en faisant des mouvements très lents. Tout cela pour que le battement d'ailes soit plus fort. Mais quand il attaque Roddy McDowall sur l'escalier, nous n'avons pas utilisé cette marionnette-ci, mais une poupée à main que je tenais moi-même et qui pouvait mordre, griffer, crier, essayer d'attaquer la personne, comme cela. Nous l'avons fait à partir de la même structure que l'autre modèle, mais pour un autre usage. La séquence de transformation en loup-garou est-elle faite en animation, par contrôle à distance? Non, c'était plutôt une animation avec des câbles, beaucoup de câbles de bicyclette, pour contrôler le bras avec 6 doigts. Tous les muscles étaient contrôlés de l'intérieur par ces câbles. Mais il n'y a rien d'électronique, c'est entièrement fait avec des appareils mécaniques. Voici un bras du loup-garou de Steve Johnson. Il vous en parlera. Cela faisait partie de sa transformation sous les escaliers. Le jeune garçon avait ce faux bras et le sien, avec beaucoup d'autres choses que Steve va vous montrer. Cette tête a été sculptée un peu comme celle d'un humain d'un côté et comme un loup de l'autre. Nous avons aussi fait la même chose pour les autres maquillages, même dans les membres comme le bras, fait avec une toute autre technique. Cela donne une impression différente pour la transformation du pied. Nous avons fait aussi une jambe plus grande qui était supposée venir avant la patte que vous voyez à l'écran. La manière dont nous avons fait tout cela est assez complexe. Mais à la base, cela reste un effet de blader, ces ballons gonflables. Il y en avait plusieurs, mais nous ne l'avons pas tourné comme ça pour plein de raisons. Nous avons fini par faire un grand loup, un costume que portait Stephen Jeffries, avec une tête animée qui se fixait au-dessus de sa propre tête. Ce n'est pas comme un masque que l'on porte et dont on fait ouvrir la bouche avec sa propre bouche. Vous pouvez voir que ça se pose au sommet de la tête. La tête de loup devient donc une extension, et quand l'acteur penche la tête, cela donne un coup de loup très fin, très long, très étrange. C'est la première chose qui le rend étrange. Nous lui avions aussi fixé le bras derrière le dos, et nous avons creusé un trou dans le mur, derrière lui, pour lui appliquer le bras à la base du cou et le manipuler de derrière avec un bâton. Cela lui donne un bras très maigre, beaucoup plus maigre que ne pourrait l'être son propre bras. Pouvez-vous nous montrer les mécanismes de la tête? Oui, c'est plutôt compliqué. Cela a demandé 8 opérateurs pour le manipuler en studio. Tous ces contrôles sont reliés au câble à vélo. Et ça peut le faire grogner. Tout ne marche plus, mais les yeux se ferment, les oreilles bougent. On pouvait même écarter les bordures de sa bouche. Il y a un très beau plan où Chris Sarandon est dans la chambre de la mère et la regarde dormir.
puis s'éloigne en passant devant le miroir. Et là, il ne reflète aucune image. Ce fut un plan très dur. Cela n'a pas été fait très souvent auparavant, car la caméra fait un mouvement. Alors on a d'abord tourné la scène originale, avec un écran bleu à la place du miroir. Et Chris Sarandon joue la scène avec un écran de trucage à la place du miroir. La caméra le suit, puis reste la pièce avec l'écran bleu. Puis nous avons tourné la même scène sans Chris Sarandon, la caméra faisant exactement le même mouvement, avec un vrai miroir et un système qui fait que la porte se referme seule, en parfaite synchronisation avec le tournage précédent. Donc on a le reflet d'une porte se refermant sans personne d'autre, et on l'ajoute au premier plan tourné, à la place de l'écran bleu. C'était très délicat à faire, mais c'était très important, sans être quelque chose qui crève l'écran. Je crois que c'est la clé pour des effets réussis. Les gens sont trompés sans le savoir jusqu'au tout dernier moment où ils se rendent compte que, oh, il n'y avait rien dans le miroir. Chicken man, you go someplace else. Out of my way. Move me. Aujourd'hui, le film sort aux États-Unis. Comment vous sentez-vous? Nerveux, mais plein d'espoir.